Bonjour, j'ai une appréhension énorme par rapport au courrier que je dois envoyer. J'en ai même des douleurs au niveau des deltoïdes. Ah bah allez, hein, vous êtes sans doute l'une des premières dans l'histoire de l'humanité à avoir des douleurs au niveau des deltoïdes avant d'envoyer un courrier. C'est un signe que de nos jours, on a beaucoup plus peur qu'autrefois, alors qu'on n'est pas véritablement dans un danger extrême. Vous savez, je raconte l'histoire de ce consul de Sparte, non romain, pardon, romain, qui a été fait prisonnier par Sparte et qui a été envoyé à Rome pour défendre la cause de Sparte et à qui on a demandé de promettre de revenir pour se faire exécuter. Et il l'a fait avec toute l'honnêteté imaginable. Il est allé à Rome, devant le Sénat, faire son discours. Il a été acclamé, et puis il est reparti à Sparte pour se faire exécuter parce qu'il avait donné parole. Et je pense qu'ils étaient moins stressés, moins inquiets qu'aujourd'hui on l'est. Je pense qu'il y a un énorme affaiblissement du corps humain et de l'état d'esprit humain, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, on en arrive à avoir mal au corps pour une lettre qu'on a envoyée. Une lettre à une administration qui ne va ni vous pendre, ni vous fouetter, ni vous flageller, ni vous écarteler en place publique. Toutes sortes de choses qui ont eu lieu dans l'histoire quand même. Euh, donc je crois que là c'est un signe quand même très très parlant que vous devriez, à mon avis, vous devriez y réfléchir. Vous devriez y réfléchir en profondeur, vous demander comment ça se fait que ça me mette dans de tels états. Et comment ça se fait qu'un tel système réussisse à me faire si mal, si peur, alors qu'ils ne m'ont pas touché d'un cheveu. Et que je suis prête à, à me soumettre. C'est pas votre intuition qui parle, c'est votre peur. C'est vos tripes. Voilà. Vous êtes une rebelle, oui, mais vous êtes une rebelle juste dans la mesure où vous n'avez justement pas à prendre des décisions de ce genre. Et pour moi, c'est un peu rebelle en chocolat, si vous voulez. Je vous le dis, quand je pense, je vous le dis avec beaucoup d'amitié, hein, mais on est tous un petit peu comme ça aussi. Moi, je suis rebelle, je suis rebelle. Ah oui, mais le jour où il y a quelqu'un qui vient chez vous avec un revolver, qui le braque sur vous, bah, c'est fini. Je pense qu'il faut avoir connu d'ailleurs des événements comme ça pour se rendre compte et se fortifier par la suite. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais certaine idée sur la guerre, et puis je suis allé à la guerre et j'ai vécu ça. Mon idée en a été complètement changée. C'est pas que j'ai eu une trouille, bizarrement pas d'ailleurs, pas sur le moment, une trouille infecte, mais en revanche, ça m'a beaucoup relativisé sur ensuite les algarades ou les problèmes que je pouvais avoir en Occident, enfin à Paris, où il y avait d'ailleurs une tension beaucoup plus présente et beaucoup plus forte que dans les Balkans pendant la guerre. C'était beaucoup plus, enfin, je me sentais beaucoup mieux sur le front à la guerre qu'à Paris, par exemple, en région parisienne. C'était beaucoup plus sympa, beaucoup moins tendu, beaucoup moins dangereux, je crois, d'être sur le front à la guerre qu'en région parisienne, où je me sentais extrêmement agressé. J'avais souvent d'ailleurs des altercations, beaucoup plus qu'en Croatie durant la guerre. Donc, non, ne dites pas que vous êtes une rebelle dans l'âme, vous n'êtes pas une rebelle dans l'âme. Vous aimeriez vous rebeller, mais vous n'êtes pas une rebelle. Vous êtes pour l'instant quelqu'un qui aimerait et qui doit apprendre, et qui doit monter sur le ring de la vie et se battre. Vous serez rebelle quand vous aurez fait de la rébellion, et vous aurez fait de la rébellion pendant 20 ans. Pour l'instant, vous n'avez pas eu l'occasion de vous rebeller. Ça n'est pas arrivé. Vous ne vous êtes pas interposé entre un peloton d'exécution et un condamné à mort, au risque de prendre les balles. Vous ne vous êtes pas encore interposé face à des gens qui brandissaient une lame de rasoir. Et vous n'êtes pas encore interposé entre vous et votre enfant, et vous n'avez pas porté plainte contre l'État pour l'instant, parce que vous avez peur. Je crois qu'il ne faut pas confondre nos rêves et nos réalités et nos faiblesses. Il faut à la fois être suffisamment doux vis-à-vis de nous-mêmes et ne pas vouloir se juger de trop haut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prétendre. Il ne faut pas se flageller en se disant je suis vraiment nul. Il ne faut pas non plus se hisser trop haut. Mais il ne faut surtout pas se tromper en croyant qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. C'est une réflexion. Moi, je vous invite à la réflexion là-dessus. Donc, si vous voulez, j'ai des gens quand même tous les jours qui me disent j'ai peur, etc. Et je leur dis vous y allez, vous foncez dans votre résistance. Vous rebellez vraiment, puisque vous voulez de la liberté. Tout le monde veut de la liberté. Tout le monde me dit ça. Moi, je veux me battre pour mon enfant, je suis libre. Tout le monde me dit ça. Et j'en ai un certain nombre qui, en fait, se dégonflent. Ils ne sont pas libres, ils sont esclaves. Mais dites simplement, en toute honnêteté, je suis un esclave, je suis une esclave. C'est pas une honte.
Je dis, je suis une esclave, parce que quand on me dit, fais ça, et qu'on me force à le faire, je le fais, j'obéis. Je ne suis pas prêt à mourir pour ma cause. Je ne suis pas prêt à défendre mon enfant, je ne suis pas prêt à mourir pour mon enfant. C'est pas une honte de le dire, je crois qu'il faut avoir le culot de le dire, il faut avoir le courage de le dire. C'est quand on dit des choses comme ça, on commence déjà à se réveiller, là, on commence à se dire, mais merde alors. Mon arrière-grand-mère, elle a été assassinée, ou elle est morte très jeune, à 40 ans, tuée par un voisin, par un mari, ou pas. Mais parce qu'elle s'interposait devant son enfant. Je sais que j'ai une ancêtre qui a vécu telle et telle chose, c'était très dur, mais elle s'est battue jusqu'au bout, elle en est morte d'ailleurs. Combien de femmes sont mortes de cancer, de problèmes terribles parce qu'elles se sont battues pour défendre? C'était des rebelles, croyez-moi, c'était des rebelles, c'était de vrais rebelles ces femmes-là. Et elles ne le disaient pas qu'elles étaient rebelles. Et aujourd'hui on a toute une population qui est rebelle, qui est libre, etc. En parlotte, mais quand il s'agit de le faire, il n'y a plus personne. Vous voyez, là maintenant vous ne voulez plus y aller. Alors, moi je ne vous juge pas, je ne vous gronde pas du tout, c'est pas mon idée. Mais regardez-vous avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de simplicité. Pour l'instant, vous avez envie de craquer, parce que vous avez peur. Pour l'instant, psychologiquement, ils sont plus forts que vous. Maintenant, je vais vous demander une chose. Si ces gens-là, ils avaient l'intention de violer vos enfants, comment est-ce que vous réagiriez à ça? Vous y allez, d'accord? Ils vous attendent en bande organisée, ils sont là pour violer vos enfants. Est-ce que vous y allez ou vous n'y allez pas? Là, tout d'un coup, vous n'y allez plus. Parce que là, cette fois-ci, vous trouvez le sursaut d'être une rebelle. Vous n'allez pas les laisser faire. S'il y a quelqu'un qui s'approche de vos enfants pour essayer de faire une chose pareille, vous allez lui crever les yeux avec vos ongles. Et vous aurez le droit de le faire moralement. Vous allez vous défendre. Vous savez, je fais de l'instruction dans les arts martiaux. Je rencontre souvent des femmes comme ça qui sont à l'entraînement, qui sont molles. Et quand je leur dis, maintenant, je vais, imaginez, je m'occupe de vos enfants dans un bois, là. Je vais l'emmener dans un coin, dans ma voiture, là. Vous voyez, qu'est-ce que vous en dites? Là, elles s'énervent vraiment, vous voyez. Elles m'en veulent beaucoup. Après, elles comprennent que c'était juste pour faire sortir d'elles leur tripes, leur capacité à se battre. Mais sur le coup, elles m'en veulent. Hein. Elles me haïssent, et je le vois dans les yeux. Hein. Comment, rien que de le dire, si vous voulez, pour elles, c'est tellement choquant, on leur a jamais dit une chose pareille. Ça les choque. Et du coup, elles se battent vraiment. Je dis, voilà, là, maintenant, ça y est, vous savez vous battre. Vous savez vous défendre. Quand vous allez vous faire attaquer, vous savez que la plupart des viols se passent sans aucun problème pour l'agresseur parce que les femmes, elles sont tétanisées. Ah ouais, elles sont libres, elles sont rebelles, blablabla. Bla. Quand le mec, il arrive, elles disent plus rien. Elles sont tétanisées. Je le sais, parce que je l'ai vu souvent, ça. Elles sont tétanisées. Combien de gens se sont fait tuer à la guerre, sur le front, des civils, parce qu'ils étaient tétanisés de peur. Au lieu de se jeter dans un fossé quand l'avion arrivait pour mitrailler, au lieu de se protéger derrière un mur, ils étaient tétanisés, ils ont été tués sur place. Et il faut sortir de ça, impérativement. Il faut que votre instinct vital vous fasse faire un bond à l'écart. Quand le lion il arrive dans la savane, les gazelles elles foutent le camp. Il ne faut pas rester devant. C'est les êtres humains qui restent devant, tétanisés, parce qu'ils ont une psychologie. Il y a une cassure entre ce qu'ils ont toujours imaginé être et la réalité qui les terrorise en fait. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui, je vous dis, dans le viol c'est très très fréquent. Le juge leur demande, mais pourquoi vous n'avez rien fait madame? Elles sont humiliées parce qu'elles se disent, mais bon sang, mais bien sûr que j'aurais dû faire quelque chose, je le sais. Mais elles se sentent encore plus mal. Parce que on est en train de dire devant tout le monde qu'elles se sont laissées faire. Alors qu'en réalité, elles étaient tétanisées. Ok, donc maintenant, soit vous vous laissez faire, là ils vont vous bouffer, après vous allez les voir. Je ne dis pas que ça va forcément se passer mal, mais je vous le dis, hein, les statistiques que nous avons, c'est simple, c'est 80% ça va se passer mal. 80%, vous prenez 8 chances sur 10 que ça va se passer mal. Ils vous font un mauvais rapport, puis un signalement, vous allez au tribunal. C'est simple. Donc vous allez leur dire oui maintenant, mais après vous faites quoi là au tribunal? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ben, vous allez au tribunal et vous arrangez avec le tribunal. Alors, on est là pour vous aider, pour vous défendre, mais ça fait encore du stress. Vous aurez encore plus peur, vous serez encore plus tétanisé. Et devant le juge, vous ne saurez pas quoi dire. Probablement, vous ne saurez pas quoi dire. Là, il y a un moment où on dit stop. De toute façon, vous le savez, tout ce qui se passe maintenant avec l'Académie, l'éducation nationale en France, maintenant, on est dans l'ordre, on a dépassé le seuil du normal, on est dans l'illégalité, largement. Et tous ces gens-là, ils agissent dans l'illégalité. Est-ce que vous les laissez faire parce que vous avez peur? C'est pas la bonne solution. Les gens qui sont dans l'illégalité, votre devoir et votre obligation, c'est de leur résister. Imaginons qu'ils se déplacent à domicile et qu'ils me mettent des bâtons dans les roues. Et alors? Sur le compte rendu, qu'est-ce que vous en avez à faire? Franchement.
Qu'est-ce que vous en avez à faire? Ils écrivent tout ce qu'ils veulent. Non mais qu'est-ce que ça fait? Quel est le problème, Karen? Juste à cause de leur ego surdimensionné, qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est des cow-boys, ils écrivent que vous êtes la plus mauvaise maman du monde. Qu'est-ce que vous en avez à cirer? Mais qu'est-ce que vous en avez à faire, franchement? Vous croyez que moi je m'arrête aux gens qui me critiquent? Mais les gens qui me critiquent, il y en a plein. Vous allez sur internet, vous allez chercher ce que les gens pensent de moi ou de nous. Vous allez trouver toutes sortes de choses, sans doute. Je n'ai jamais cherché, ça ne m'intéresse pas, mais qu'est-ce que ça a à faire? Les gens qui font rien, ils ne sont jamais critiqués. Donc ils vous font un mauvais compte rendu. Madame Karen Harouet, c'est vraiment une horrible bonne femme, tout ce que vous voulez. On s'en fout. Je vois pas quel est le problème. Ça arrive tous les jours, ça. Moi, j'ai des tas de mamans qui me disent, j'ai eu un rapport, ils m'ont insulté. Je dis, alors, c'est grave pour vous? C'est ça qui est important ou c'est votre enfant qui va bien maintenant? Il fait l'école à la maison, il est heureux, qu'est-ce qui est important? Je dis, oui, vous avez raison, c'est votre enfant qui est heureux, ça va. Le reste, je m'en fiche, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Je vais vous dire, s'ils ne vous insultent pas, c'est que vous avez un problème. Si vous ne mettez pas des bâtons dans les roues, c'est que probablement vous ne faites pas bien les choses, Karen. S'ils ne sont pas contents, c'est que probablement vous faites les choses bien. Alors il y a 20% des cas, c'est des bons inspecteurs et ils vont vous dire, vous faites du bon travail. Dans ce cas-là, ok. Mais si vous tombez sur un mauvais inspecteur et une bande de voyous, s'ils vous félicitent et s'ils font un bon rapport, c'est pas très très glorieux. Il vaut mieux pas trop en parler. Vous me le direz pas, vous ne pouvez pas me le dire. Enfin, vous pouvez me le dire, c'est pas grave, mais je veux dire, moi, à ma place, si un imbécile faisait mon éloge, je serais embêté quand même. Donc ils vont faire une critique et alors, le seul point qui est important, c'est qu'ils disent, est-ce que madame, elle instruit ses enfants ou pas? S'ils disent, c'est la seule chose, le reste on s'en fout. S'ils disent, madame Karen Harouet n'instruit pas ses enfants, on va au tribunal, vous irez au tribunal, et le juge vous demande, madame, c'est marqué dans le rapport que vous instruisez pas vos enfants. Vous direz, c'est faux, j'instruis parfaitement mes enfants, voici la preuve. Ah bon, bah ok, vous avez la preuve, vous avez un cours, j'ai vu, il y a des cahiers, votre enfant. Bon, bah c'est fini, l'affaire s'arrête là. C'est quand même pas extraordinaire comme aventure. Vous n'allez pas passer devant un plateau d'exécution, vous n'allez pas être tabassé, vous n'allez pas être attaché dans une cave pendant 5 semaines. Ok, donc c'est pas, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça vous oblige à aller à la ville, mais c'est intéressant de rencontrer un juge. Moi je trouve ça sympa comme expérience. On rencontre un juge, on va au palais de justice. Dans le fond, c'est pas dramatique. Et c'est quand même beaucoup mieux de rencontrer un juge et que l'affaire se termine que de traîner avec des imbéciles pareils. Donc l'affaire elle est terminée. Et tout va bien, et vous êtes tranquille. Et vous avez un joli papier du juge qui vous met à l'abri de toute espèce d'ennui ultérieur. L'année prochaine, quand ils viennent vous emmerder, là vous dites, vous savez, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Je suis passé maintenant au jugement et j'ai été blanchi. Donc tout ce que vous pourrez dire maintenant, ça n'a plus aucun intérêt. Donc c'est bien. Par ailleurs, s'il vous dit, oui, madame Karen Harouet, c'est vraiment une mauvaise mère, elle est atroce, elle est abominable, elle est incapable, elle est incompétente, mais nous reconnaissons qu'il y a une instruction et qu'elle fait une instruction. Ben, c'est tout, ça suffit. À partir du moment où ils reconnaissent qu'il y a une instruction, il n'y a pas de problème. S'ils ne reconnaissent pas, on peut les poursuivre. S'ils ne reconnaissent pas qu'il y a instruction, vous avez des cours, etc., ils ne reconnaissent pas l'évidence, on peut les poursuivre. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai des parents qui, il y a le contrôle et les parents ils refusent que l'enfant fasse des tests. Ils ont des cours, ils ont la preuve qu'il y a une instruction, ils refusent de faire les tests de l'enfant. Et l'académie, ils sont furieux. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils peuvent rien faire. La loi, elle est claire. Le contrôle, c'est l'entretien avec les parents. Est-ce qu'il y a une instruction ou pas? S'il n'y a pas d'instruction, il y a une faute, il faut qu'on en parle. Et ça se fera devant un juge. Mais s'il y a une instruction, si vous instruisez votre enfant, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Alors, vous osez aussi m'écrire, je n'ai pas envie, bon, ça je comprends très bien, mais surtout pas le temps de me battre avec en ce moment. D'abord, leur dire, ça se passera chez moi à telle date, ça prend pas beaucoup de temps, ça vous prend 3 minutes. Vous voyez, moi, ça fait je ne sais combien de temps que je vous parle, là, je le prends le temps, moi. Je prends le temps de me battre pour vous, en ce moment. Je le fais. Je le fais pour les tas de gens qui viennent et qui ne sont même pas membres du site, je le fais. Prenez le temps de vous battre pour vos enfants, pour vous. Ça prend pas de temps, ça prend 3 minutes de faire un mail. Vous leur dites, c'est hors de question, selon la loi, conformément à la loi, ça se passera chez moi. Vous voulez me dénoncer ou vous voulez, allez-y, faites-le, c'est pas mon problème. Ça prend pas de temps, ça prend pas beaucoup de temps. C'est simplement qu'en réalité, comme vous êtes tétanisé, vous avez peur, ça vous occupe l'esprit toute la journée, peut-être même toute la nuit. C'est ça la réalité. Ce qui prouve que c'est pas, en l'occurrence, c'est même pas eux le problème, c'est que c'est en vous, vous n'avez pas encore cette capacité à résister et à regarder les choses de manière très froide. C'est une bonne occasion pour vous d'apprendre. C'est une très bonne expérience d'apprendre.
Vous êtes mis en accusation. Vous pensez à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a eu un procès qui a duré très longtemps, et on l'a fait venir, puis revenir, puis on l'a fait signer, elle a signé d'une croix parce qu'elle a cédé à la pression, elle était terrorisée, cette pauvre petite. Et puis elle n'arrivait pas finalement à accepter qu'elle ait signé ça, donc elle a dit finalement je renonce à ma signature. On lui a dit mais alors c'est encore pire maintenant parce que tu es relapse. Tu as signé, maintenant tu reviens sur la signature, tu es vraiment une sorcière. Elle est allée jusqu'à la mort, à se faire brûler vive. Et combien de gens sont allés jusqu'au bout, comme ça, se sont fait arrêter par les Romains. Ça a duré durant 10 persécutions. Les gens venaient les chercher, ils auraient pu fuir. Ils avaient peur, bien sûr qu'ils avaient peur. Ils allaient jusqu'au bout de cet engagement. Parce que c'est quoi le sens des choses? Si vous ne vous battez pas pour vous sauver, pour vous sauver vos enfants, qui va se battre pour vous? Est-ce que vous croyez au ciel que quelqu'un va se battre pour vous si vous ne vous battez pas pour les vôtres? Vous aurez dans votre vie ce que vous faites pour les autres. Si vous ne faites rien pour les autres, il ne se passera rien pour vous. Ça, pour moi, c'est une équation imparable. Et vous allez voir aussi la chose merveilleuse, c'est que dès lors que vous allez commencer un petit peu à vous battre, tout va céder devant vous. Le mur, c'est comme un mur de glace qui va s'écrouler tout d'un coup. Vous allez voir, sitôt vous allez montrer un petit peu que vous êtes une femme forte et qu'on ne va pas vous foutre à poil comme ça sur place, on ne va pas vous abuser de vous. Dès que vous allez commencer à réagir, tous les autres vont reculer. Et vous allez, en plus, dans votre tête, ça va vous faire du bien, parce que vous allez dire, eh ben, j'ai réussi à faire fuir ces gens. J'ai réussi à repousser cette peur. Très souvent, dans l'apprentissage du combat et l'instruction chez les soldats, chez les militaires, chez les gens qu'on instruit dans les arts martiaux, il y a cette première peur au début. Rapidement, quand les filles elles ont fait 2 ou 3 combats, il y a quelque chose d'énorme qui est parti d'elles, c'est la peur de se faire mal. Elles ont beaucoup moins peur, donc elles y vont, ça les amuse, ça leur fait plaisir, elles aiment beaucoup. Parce qu'elles ont repoussé une peur. Et bien vous c'est pareil, vous devez apprendre un petit peu maintenant à vous battre. Vous allez repousser cette peur, une fois que vous l'avez fait une fois ou deux, vous irez beaucoup, beaucoup mieux après ça. Malheureusement en France, cela devenait terrible, je suis fonctionnaire de police et j'ai honte de la police qui nous mise. Ah, mais ça, vous avez bien raison. Vous avez bien raison, oui, ça devient c'est raison de plus pour ne pas avoir peur. Et c'est pour cela que je sais que le système est pourri, corrompu, mais bien sûr, bien sûr. La justice est également corrompue. Ma copine est juge d'instruction, elle me l'a encore dit qu'ils étaient tous corrompus. Nous sommes en dictature cachée. Ça, c'est très intéressant. Si vous avez une amie qui est juge, j'aimerais bien parler avec elle et qu'elle nous explique 2-3 choses, parce que j'ai 2-3 interrogations, 2-3 questions à lui poser, ça m'intéresserait beaucoup. Mais bien sûr que vous avez raison. Et en plus, tout le monde le sait et tout le monde le dit dans les services. Tout le monde le dit, tout ça. Donc, n'ayez aucune crainte. Pourquoi vous avez peur d'eux s'ils sont corrompus? Vous devriez avoir peur d'eux s'ils étaient dans la vérité, dans la justice. Il faut avoir peur du jugement des justes, pas du jugement des salauds et des pourris. On se moque totalement du jugement des corrompus et des pourris. Il faut même vous habituer à ça, parce que l'avenir, ça va être de plus en plus comme ça, en Occident, et donc vous allez affronter des gens qui vont peut-être vous agresser oralement, il faudra vous défendre à ce moment-là. Et tout de suite prendre le dessus oralement, il faudra prendre le dessus et défendre votre enfant et votre famille, et votre réputation. Rémi, la lumière va arriver car les gens se réveillent, mais il va y avoir de grands tourments ces prochaines semaines, ces prochains mois. Oui, et de ces prochaines années, mais vous savez, moi ça je le sais depuis 40 ans. Moi j'ai toujours su, et d'ailleurs nous avons été élevés dans nos familles catholiques. Je peux lâcher le mot, c'est la première fois que je lâche le mot dans l'année, même depuis 5 ans que je fais l'école à la maison. Plus que ça, qu'est-ce que je dis? Depuis 2011, ça fait plus que ça maintenant. Hein. Bon, que je fais l'école à la maison avec le public, nous savons, nous, dans notre éducation, nous savons très bien que les choses vont aller de plus en plus mal, puisqu'on ne respecte plus la parole de Dieu. Donc c'est une mécanique obligatoire. Quand l'homme s'éloigne de Dieu, c'est-à-dire quand il s'éloigne de l'Esprit Saint, c'est-à-dire quand il s'éloigne de l'intelligence, du bon sens, de la loi naturelle, des commandements, des choses tout à fait évidentes qu'on respecte dès la naissance. Quand on est corrompu au point d'être extrêmement éloigné de l'être tout simple qu'est l'enfant, forcément ça va mal. Forcément, comment voulez-vous que ça aille bien? Ça ne peut pas aller bien. Il n'y a jamais eu aucun système diabolique qui marche, ça n'existe pas. Vous n'avez aucun empire diabolique qui tienne. Regardez dans l'histoire, tous les empires qui détruisaient, coupaient des têtes, sacrifiaient des gens par masse, ils se sont tous écroulés en quelques décennies. Ça n'a pas été très long, ce n'est pas des grands empires. Vous savez que Harvard, c'est plus ancien que les Mayas. Hein. Les Mayas, à la fin de leur civilisation, ils sacrifiaient des milliers de gens, ils étaient en voie de disparition. C'est les Espagnols qui les ont empêchés de disparaître. En arrêtant ça, l'Église a fait interdire, bien sûr, évidemment, les sacrifices humains. Et c'est ainsi qu'il reste encore aujourd'hui des descendants des Mayas.
mais ils étaient en voie de disparition, c'était une civilisation totalement corrompue, relativement récente, parce qu'elle est plus récente que Harvard, et Harvard est beaucoup plus récent que l'abbaye de Cluny. C'est des genoux, Harvard. Bon. Eh bien, donc ces civilisations, elles disparaissent. Ça ne dure pas. Civilisation qui dure, c'est qu'il y a quelque chose de bon en elle. C'est pas toujours forcément chrétien, il y a eu d'excellentes civilisations dans l'Antiquité. L'Antiquité égyptienne, par exemple, admirable. C'était une très 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 belle, très grande Antiquité, mais qui était beaucoup plus proche des principes divins que ne l'est notre civilisation actuelle, qui va s'effondrer. Et ça va s'effondrer dans un grand fracas, et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de drames. Beaucoup. Et nous voulons sauver le maximum de gens possible. C'est notre objectif. Mais c'est pas pour autant que vous ne verrez pas aussi des choses merveilleuses et extraordinaires dans ces tourments. Vous allez voir que dans ces tourments, vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très belles et très grandes choses, extraordinaires. Choses qui vont vous éblouir. Vous verrez de très, très grandes choses. Vous verrez des choses très contrastées, avec une parole, souvent des paroles très, très différentes des périodes de paix. On s'est habitué dans les médias à une parole extrêmement convenue. Dès qu'il y en a un qui dit... vous savez, il y a quelques années, là, ça m'a marqué cette histoire, il y a un chef d'entreprise ou un grand couturier, je ne sais plus, qui disait j'ai travaillé comme un Turc ou j'ai travaillé comme un nègre. Il a dit ça. Et alors ça a été un scandale, parce qu'il ne faut surtout pas dire des mots comme ça, c'est choquant, blabla. Et en même temps, on assassine les gens dans la rue. On est dans la bien-pensance correcte, il faut parler correctement. On est tellement habitué d'ailleurs à ça qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une menace de la part d'une administration, on a peur. En fait, votre réaction vient dans la suite d'un conditionnement à l'espèce de bienveillance, coolitude, politiquement correct. En fait, c'est le politiquement correct. C'est le politiquement correct, en fait, qui a produit votre affaiblissement général, et puis l'absence de moralité, l'absence de structure de la société en général, la délation, enfin toute l'ambiance qu'on a, tout ça s'est ajouté à votre peur. Donc il faut réapproprier, il faut se réapproprier son être véritable, sa combativité. Il faut être des guerriers, parce que les enfants, ils ont besoin d'avoir des guerriers comme parents, papa, maman, ils doivent être capables de se battre, maman à la maison, papa dehors si c'est nécessaire, parfois c'est le contraire, mais il faut savoir se défendre. Il y a quelqu'un qui rentre chez vous, vous prenez une arme de défense et vous vous défendez, c'est votre devoir, vous savez, c'est votre devoir, moi je le dis souvent aux gens. Vous savez, parfois il y a des drames comme ça, et il y a des cambrioleurs qui rentrent et puis ils assassinent la famille et le père est survivant. Et on dit au père, mais monsieur, vous aviez les moyens de vous défendre et d'empêcher ces gens-là de nuire. Vous êtes responsable de la mort de votre famille. Le gars, il se met à pleurer. Oui, mais je ne savais pas quoi faire, je blablabla. Il faut dire que tellement on les a habitués à ne pas se défendre, parce que sinon, si vous vous défendez, vous avez des problèmes avec la justice, que plus personne ne fait rien. Mais au final, quand il y a un problème pénal, le juge se tourne vers le parent et dit, mais pourquoi vous n'avez pas sauvé votre enfant? C'était votre devoir. Peut-être que vous l'auriez tué, peut-être que vous n'avez pas fait 3 mois, ou 6 mois, 8 mois, ou 2 ans de prison, mais votre devoir c'était de sauver votre famille. Bon, bah d'accord, vous n'avez rien fait. Vous êtes responsable. Vous êtes co-responsable de ce qui s'est passé. Vous êtes le meurtrier indirect de ce qui s'est passé. Votre devoir c'est de vous battre. Oubliez la justice, oubliez l'administration, oubliez tout ça. Vous devez défendre votre famille, vous êtes prête à défendre votre famille. Si le mari est dehors, il est au travail, qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre maison, vous l'enfermez le gars dans la maison, il ne faut pas qu'il sorte vivant. Voilà, c'est ça, c'est votre mentalité. S'il sort vivant, tant mieux. Si vous arrivez à l'arrêter pacifiquement, à le convaincre, c'est merveilleux, c'est formidable. Si vous arrivez à, voilà, vous mettez devant lui, vous priez, puis alors, il est touché par la grâce et puis il décide de ne pas vous tuer. Bon, formidable. Mais avant d'arriver là, d'abord, vous préparez votre force, votre puissance, votre réaction. Si vous voyez que dans le moment ultime, il n'est pas le gangster que vous avez pensé, il n'est pas un bandit, il n'est qu'un jeune homme qui veut voler une auto, je sais pas, un caméscope, ou voyez-vous, peu importe, vous discernez qu'à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout, et bien vous ne le faites pas. Mais en tout cas, vous avez les moyens de le faire, toujours. On donne la grâce aux autres, on gracie l'agresseur, le danger, etc. Mais on le fait avec les moyens du bord. Et avec les moyens du bord, il faut qu'ils soient les plus développés possible. Pardonner, quand on est en état de faiblesse, c'est de la rigolade, c'est de la lâcheté. Hein. Bon, moi, c'est les gens qui disent, oui, quelqu'un m'agresse dans la rue, je vais me laisser faire, je vais lui pardonner, tu parles. C'est parce que tu as peur et tu es lâche, c'est tout, on ne raconte pas d'histoire. Le pardon, le pardon et la tolérance, la bienveillance, etc., c'est le fait de gens qui sont forts. Sinon, c'est pas ça, c'est de la lâcheté. C'est pas de la bienveillance, c'est pas de la tolérance. L'héroïsme n'est pas une renonciation. Et nous devons chercher à être des héros pour nos enfants, pour nous-mêmes. Nous avons besoin, nous, de pouvoir nous dire, bah, ce jour-là, j'ai fait ce qu'il fallait.
quelles qu'aient été les circonstances. J'ai fait ce qu'il fallait. J'étais prêt parce que dans ma tête, j'étais prête. J'étais prête à défendre mes enfants quoi qu'il arrivait. C'est pas un fonctionnaire de base qui va m'emmerder. Voilà, vous mettez ça dans la tête. Je le dis vulgairement, mais il faut vraiment vous mettre ça en tête. S'ils viennent pour être sympas, il n'y a pas de problème. S'ils viennent pour me faire des problèmes, c'est eux qui vont avoir un gros problème. Il faut avoir ça dans la tête. Si vous avez ça dans la tête, vous savez, ils le sentent, eux. Ils sentent que vous êtes forte. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ont un gros... Ils ont un problème, ils ne peuvent pas aller, parce que là, vous allez aller au combat. Donc, ils ne seront pas à la hauteur. Moi, une fois, je vous ai déjà raconté sur le site, si vous avez vu les vidéos, un jour, il y a des gendarmes qui sont venus chez moi, sur la délation de l'académie, je crois, et avec la mairie aussi. Ils sont venus chez moi, comme ça, vous voyez, pour tâter un peu le terrain. C'est des gendarmes locaux, bon. Bon, j'ai vu qu'ils n'étaient pas trop agressifs, assez sympas, et on commence à discuter, et au bout d'un moment, je leur dis, mais vous savez, moi, si vous venez pour me chercher mes enfants, ou pour me faire un problème, je vous explique ce qui va se passer, vous rentrez dans la maison, il n'y a pas de problème, je vous laisserai entrer, mais en revanche, vous ne ressortirez pas vivant. J'ai dit ça aux flics, hein. Il me dit, mais monsieur, j'ai pas compris. Je dis, si vous ne ressortirez pas vivant, vous comprenez ce que je vous dis là. Vous rentrez vivant, vous ressortez, vous êtes mort, les pieds devant. Alors là, il m'a regardé, il y a eu un temps d'arrêt, et puis il m'a dit, non mais attendez, monsieur, on n'est pas là pour ça, c'est pas notre problème, ils se débrouillent à l'académie, on n'est pas là pour ce genre de problème. Voilà, c'est tout. Plus jamais ils sont revenus. J'étais probablement marqué comme le fou furieux du village, ou je sais pas. En tout cas, ils ont dit, bon, c'est un gars, il ne faut pas y aller. On va aller ailleurs, mais on ne va pas aller chez lui, parce que lui, il va se défendre avec ses enfants. Voilà, c'est tout. Donc si vous avez un fonctionnaire qui vient vous voir commence à jouer comme ça avec vous, vous dites, monsieur, je vous explique. Si vous essayez de vous approcher de mon enfant, de lui faire du mal, je vous arrache les yeux. Vous avez vu ces ongles là, je vous les plante dans les yeux. Le gars il va être tellement sidéré, tellement étonné que ça va lui couper la chic. Il dit, ah, mais madame, il n'y a pas de madame, c'est comme ça. Vous coupez la parole, vous dominez la parole et vous dominez la situation, qu'ils comprennent bien ce qui se passe. C'est des menaces, ça. Vous dites, oui, bien sûr que c'est des menaces, qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr, je suis en train de vous menacer. Allez-y, portez plainte. Allez vite à la gendarmerie. Dépêchez-vous. Allez faire une plainte. Il ne se passera rien du tout. Ce sera classé sans suite. Voilà. Il ne faut pas vous laisser faire, Karen. Ne vous laissez pas faire. Vos ancêtres, elles se sont battues pour que vous puissiez vivre. Et pour que vous puissiez vivre en liberté. Alors ne vous laissez pas impressionner par ces gens. Vos ancêtres, ils n'ont pas vécu tout ce qu'ils ont vécu pour que vous soyez une esclave du système. Ou que vous soyez une rebelle en chocolat. Ils ne sont pas battus pour ça. Ils ont besoin d'être fiers de vous, et vous êtes leur image, vous êtes leur représentante sur Terre, de tout ce qui s'est passé depuis des siècles et des siècles. Vous êtes le bout du processus, et vous êtes aussi le début d'une nouvelle dynastie. Et vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils ont besoin d'être fiers de vous. Ils ne veulent pas dire, moi j'ai une grand-mère, elle s'est débinée, elle s'est écroulée devant... Là, déjà un petit fonctionnaire lui disait, vous faites ça, et il obéissait. Ils n'ont pas envie de dire ça. Ils n'ont pas envie d'avoir une grand-mère comme ça, sinon vous allez disparaître, ils vont vous oublier. Pour vivre heureux, vivons cachés, du moins pour l'instant, oui, bof. Et alors, vous allez vivre quoi? À la lumière quand la guerre va commencer? Bah, vous savez, si votre entraînement c'est de vivre caché, quand il y aura la guerre, vous serez encore plus caché. Je fais les photos des cours et des livres afin de leur montrer. Eh bien, faites-le. Moi, je vous dis, ça sera un bon exemple. Vous y allez comme en vous soumettant à leur loi, vous y allez et vous me raconterez ensuite ce qui s'est passé. Et moi, ça me servira pour expliquer aux autres mamans. Je vais vous donner l'exemple d'une maman qui a accepté de se soumettre. Elle s'est soumise et voilà ce qui s'est passé. Alors, si ça se passe bien, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais si ça se passe pas bien, problème. Ça se trouve ici le mars, on sera en quarantaine. Ah oui, ça vous espérez sur le coronavirus là. Vous rêvez, ma chère amie. Il ne faut pas rêver comme ça, c'est pas bon. C'est bien que vous me disiez tout ça, vous savez, c'est bien parce que vous me livrez le fond de votre cœur, mais c'est bien parce que ça montre que vous espérez des choses qui n'arriveront pas. C'est un peu le mirage, comme les personnages de Tolstoï dans... Comment ça s'appelait, Le Jardin, c'est ça? Ou je ne sais plus comment s'appelait cette pièce. Où ces personnages ils sont toujours en train de parler d'une chose qui n'arrivera jamais. Comment s'appelait cette pièce? Je ne sais plus, je l'ai jouée pourtant quand j'étais jeune, je me souviens. Donc ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de quarantaine parce que le coronavirus c'est une sorte de petite grippe. Ça tue moins que la grippe. Donc il ne se passe rien. C'est un produit pharmaceutique. Certainement, il doit y avoir un brevet derrière. Il fabrique comme ça régulièrement un petit truc qui est plus petit que la grippe, qui tue moins que la grippe, mais qui va permettre de vendre des millions et des millions de doses de je ne sais pas quoi. Donc c'est orchestré, vous ne faites pas d'illusions là-dessus, comme le H1N1, c'était le cas déjà. Et comme Ebola, bon, il y a des brevets là-dessus. Donc je me suis dit que j'allais leur envoyer le courrier avec ce que tu m'as dit. Bon,
Mais je vais leur signaler que j'ai réussi tant bien que mal à me libérer pour ce contrôle du mal et qu'étant fonctionnaire de police, je sais à quel point ça a été très compliqué mais pas impossible et que je me déplacerai. Attendez, si vous, fonctionnaire de police, vous vous rendez, alors qui c'est qui ne va pas se rendre? Vous vous rendez compte? Il y a des femmes toutes seules, qui n'ont jamais été fonctionnaires, qui sont pauvres et qui ont peur de tout et qui ne se rendent pas, et vous êtes fonctionnaire et vous ne vous défendez pas. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas prêt à défendre la population. C'est votre droit. Rappelez-vous que c'est la loi. C'est la loi. Vous avez le droit, parfaitement. Ils ne pourront rien contre vous, surtout que vous êtes officier de police ou fonctionnaire de police. Fonctionnaire de police, qu'est-ce qu'ils vont voir? Vous passez devant le juge. Vous croyez que le juge il a envie de se foutre à dos toute la corporation? Il va rien vous dire. Vous croyez qu'ils vont vous retirer votre patron? Mais non, pas du tout. C'est pas encore arrivé jusqu'ici, ça n'arrivera pas. Je sais à quel point ça a été très compliqué, mais pas possible. Et que je me déplaçais, je restais ferme tout en les caressant au sens du poil. Ça, j'aime bien ce genre de formule. Ça, je trouve ça formidable. Ah, je serais extrêmement, extrêmement fort tout en leur baisant les pieds. Non, carrément. Ça ne me convainc pas du tout, ma chère amie. Pas du tout. Si vous voulez caresser dans le sens du poil, vous faites ce qu'ils vous disent. Et dans ce cas-là, c'est eux les maîtres. Soit c'est vous le maître, soit c'est eux les maîtres. C'est très simple. Voilà. Donc, si vous voulez que ça se passe chez vous, vous le faites chez vous. Je vous recommande de le faire chez vous. Ça se passera la date que vous définissez. C'est la loi. Et ils ne peuvent pas, les fonctionnaires ne peuvent pas passer outre la loi. Voilà pour ce petit message, Karen. Pardonnez ma franchise, mais il me semble que c'est mieux pour vous. Il me semble. À bientôt. Au revoir. Embrassez votre famille pour moi. Au revoir.